L'incident s'est déroulé à huis clos, mais en quelques minutes, la rumeur s'est répandue dans tout Londres. Une réunion d'urgence a été convoquée. Et lorsque le roi Charles est parti, la monarchie ne serait plus jamais la même. Au cœur du palais, une salle pleine de tension est devenue le théâtre de l'une des décisions les plus bouleversantes de son règne. La soudaineté de la situation fit sonner l'alarme. Des conseillers furent convoqués en toute hâte. Des gardes postés dans les couloirs. Et ceux qui avaient traversé des décennies de tradition royale pressentaient que l'histoire allait basculer d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. L'urgence de la réunion en elle-même était une déclaration. Rien n'était prévu. Aucun calendrier n'était établi. Aucun point de presse n'était soigneusement organisé. C'était un chaos déguisé en cérémonie. Des membres de la famille royale et des personnalités importantes étaient convoqués au pied levé. Leurs expressions étaient à la fois confuses et effrayées. Les murmures commencèrent aussitôt. Était-ce à propos de la santé du roi? Était-ce une affaire d'État? Ou était-ce quelque chose de plus sombre? De personnel, qui ne pouvait attendre l'aube? Camilla entre dans la chambre, l'air serein et confiant. Elle avait traversé les tempêtes avant l'indignation publique, le mépris des médias, l'ombre de Diana, et y avait survécu. Elle était convaincue que ce ne serait pas différent. Une nouvelle rencontre où elle et Charles se tiendraient côte à côte. Eunice! Mais le silence de la pièce trahissait autre chose. Les visages qu'elle attendait pour l'accueillir avec loyauté étaient d'une froideur absolue. Leur regard fuyant le sien, leur silence assourdissant. Ce qu'elle ignorait, c'est que la bataille avait déjà commencé et que cette fois, elle se trouverait du mauvais côté de l'histoire. Charles n'attendit pas de politesse. Il ne prit pas la parole sur le ton habituel de la formalité ou du devoir. Au contraire, sa voix trancha le silence comme l'acier. Tranchante, tremblante, mais inébranlable. Il prit le contrôle de l'ordre du jour sans hésitation, son autorité rayonnant d'une manière qui ne laissait place à aucune discussion. Ses mots étaient délibérés, calculés et teintés de finalité, pour la première fois de son règne. Il exerça le pouvoir non pas comme un compromis, mais comme une arme. Et à cet instant, tous les présents comprirent que la réunion n'avait rien à voir avec les politiques, les réformes ou les cérémonies. Il s'agissait de Camilla. Puis vinrent les mots, des mots qui claquèrent dans l'air et transformèrent la salle en un creuset d'incrédulité. Reina Consort. Il les prononça non pas comme un titre honorifique, mais comme une marque de trahison, une étiquette qui n'avait plus sa place à côté de son nom. La précision glaciale de son ton ne laissait aucun doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une conversation. C'était un verdict. Le sang-froid de Camilla vacilla. Sa confiance fut ébranlée lorsqu'elle réalisa que la couronne pour laquelle elle s'était battue si longtemps lui échappait. Les conseillers s'agitaient, mal à l'aise, sur leur siège. Certains regardaient par terre, d'autres échangeaient des regards. Échangeaient des regards bien furtifs. Mais personne n'osait parler. Ils savaient que quelque chose d'irréversible se préparait. Une fracture qui allait bouleverser les fondements de la monarchie. Chaque seconde pesait d'un poids insupportable. Chaque silence était plus lourd que les mots. La monarchie avait toujours prospéré grâce à la tradition. Mais elle était désormais témoin d'une révolution. La fuite était inévitable. Tandis que les mots résonnaient entre ces murs dorés, la nouvelle se répandait au loin. Les courtisans chuchotaient au téléphone. Les assistants échangeaient des messages rapides. Et lorsque Charles quitta la salle, la presse l'entourait déjà. Camilla avait été déchue de son titre. La reine consorte n'était plus, et la nation, inconsciente quelques heures auparavant, était maintenant stupéfaite de constater que sa monarchie avait été déchirée par une décision qui la hanterait pour les années à venir. Mais qu'est-ce qui a poussé Charles à s'en prendre à celle qu'il considérait autrefois comme l'amour de sa vie? Derrière la voix brisée de Charles se cachaient des mois de trahison cachée. Une trahison qu'aucun historien royal n'avait jamais anticipée. La monarchie était devenue fragile, ses fondements affaiblis non par des menaces étrangères ou des bouleversements politiques, mais par des murmures internes. Pendant des années, la couronne avait été accablée de suspicions, ses moindres faits et gestes scrutés par un public qui ne lui accordait plus une confiance aveugle. Et au cœur de cette tempête grandissante se tenait Camilla. Autrefois présentée comme la compagne indéfectible de Charles, elle était aujourd'hui accusée de repousser les limites bien au-delà de ses compétences. La monarchie n'était pas étrangère au scandale. Mais cette fois, le danger était différent. L'institution était en train de s'effondrer au plus profond d'elle-même. Des rapports ont commencé à faire surface dans des notes confidentielles, soigneusement rédigées,
qui circulaient parmi des conseillers de confiance. Camilla, disait-il, ne se contentait plus de l'influence cérémonielle. Elle avait commencé à s'intéresser de plus près aux questions de gouvernance. Sa voix s'élevait là où le silence était attendu. Ses revendications, d'abord subtiles, se résumaient à des recommandations sur les patronages royaux et des suggestions sur les visites à l'étranger. Mais elles devinrent bientôt incontestables. Elle influençait les décisions et son ombre s'étendait au-delà de ce que son titre lui permettait. Charles tenta de rejeter les avertissements, les considérant comme des exagérations. Mais les preuves s'accumulaient, et avec elles, la crainte que la monarchie elle-même ne lui échappe. Derrière les portes closes, des allégations plus sombres commencèrent à circuler. Des rumeurs circulaient au sujet de la rencontre de Camilla avec des parlementaires. Réunions tenues hors du palais. Des conversations qui échappaient totalement à Charles. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des accords auraient été conclus. Des promesses brouillaient la frontière entre monarchie et politique. Pendant des siècles, la famille royale avait survécu en restant à l'écart de ces intrigues. Pourtant, une reine consort se faufilait dans les coulisses du pouvoir qui ne lui étaient pas destinées. Les murmures s'amplifièrent jusqu'à atteindre le roi lui-même. Chaque mot était une lame tranchante, sapant la loyauté qu'il avait autrefois ressentie si profondément. Devant les portes du palais, le monde observait, et le peuple n'était pas clément. La réaction publique contre Camilla fut plus forte que jamais. Lors des cérémonies, les acclamations pour Catherine résonnèrent plus fort que toute reconnaissance de la reine consorte. Chaque photographie, chaque apparition racontait la même histoire. La nation voyait Catherine comme le véritable emblème de la dignité et de l'espoir, tandis que Camilla était présentée comme un obstacle, une figure accrochée à une couronne qui ne lui appartenait pas. Tandis que l'étoile de Catherine s'élevait, la présence de Camilla semblait entraîner la monarchie vers le bas. Le contraste était si frappant que même les fidèles partisans de la couronne ne pouvaient plus l'ignorer. Pour Charles, la lutte était insupportable. D'un côté, il y avait le devoir, la couronne qu'il avait juré de défendre, la monarchie qu'il était chargé de préserver pour les générations futures. De l'autre côté se trouvait son épouse, celle qu'il avait soutenue pendant des décennies de scandales et de mépris. Il était déchiré entre l'homme qu'il voulait être et le roi qu'il était censé devenir. Chaque nuit, le poids de ces deux choix pesait davantage sur sa conscience, érodant ses certitudes et le laissant dans le tourment. Ses conseillers percevaient clairement le danger et le prévenaient par des paroles implacables. La monarchie était en train de se fissurer. Si Charles n'agissait pas, s'il laissait les excès de Camilla se poursuivre sans contrôle, la couronne elle-même risquait de voler en éclats. Ce n'était plus une question d'affection ou de loyauté personnelle. C'était une question de survie, et la survie l'exigeait. Un sacrifice? Un sacrifice que Charles n'aurait jamais imaginé devoir faire. Et ce n'était pas seulement politique, c'était personnel. Une blessure héritée de Diana hantait encore le trône. Chaque fois que Camilla portait la couronne, un fantôme marchait à ses côtés, le fantôme de Diana, qui vivait encore dans le cœur de millions de personnes. Malgré le raffinement des cérémonies et le soin apporté par le palais à la mise en scène des photographies, l'image de Diana persistait dans l'esprit du public comme un serment inviolé. Elle était la princesse qui n'a jamais cessé d'être reine dans le cœur du peuple. Et son absence ne faisait que renforcer sa présence. Pour Camilla, chaque apparition était une comparaison qu'elle ne pourrait jamais gagner. Chaque sourire était jugé à l'aune de la grâce de Diana. Chaque mot pesait sur sa vérité. La couronne qu'elle portait ne lui appartenait jamais pleinement. C'était une ombre, empruntée et contestée, hantée par une femme dont l'esprit refusait de s'éteindre. Les souvenirs de l'héritage de Diana étaient incessants. De vieilles lettres écrites de sa main délicate commencèrent à refaire surface dans la presse. Chacune rappelait un amour trahi, des blessures jamais cicatrisées, des photographies, autrefois enfouies dans des collections privées, ont refait surface, avec des gros titres qui ont ravivé la sympathie du public. Elles montraient Diana avec ses enfants, ses œuvres caritatives, avec son sourire radieux, symbole de pureté, de bonté et de souffrance que Camilla ne pourrait jamais reproduire. Aux yeux du monde, Diana était devenue immortelle, et à chaque relique renaissante, la question de la légitimité de Camilla prenait de l'ampleur. Des pétitions commencèrent à circuler, non pas à voix basse, mais avec une audacieuse défiance. Des milliers de personnes ont signé des demandes pour que Catherine, et non Camilla, soit la figure de proue de l'avenir de la monarchie. Catherine incarnait ce que le public désirait. Un retour à la dignité de Diana, à sa compassion et à son lien avec le peuple. La foule s'est rassemblée devant les portes du palais, non pas pour acclamer Camilla,
mais pour dénoncer sa présence comme une erreur, une trahison de la mémoire de Diana. Chaque signature, chaque protestation portait un nouveau coup aux prétentions fragiles de Camilla au trône. Pour Charles, le supplice était insupportable. Il avait promis à Diana, dans ses derniers jours, que ses fils ne seraient jamais laissés sans protection et que son héritage ne serait pas effacé. Pourtant, il se tenait là, des années plus tard, aux côtés de Camilla. La promesse brisée, ses nuits devenaient agitées, hantées par le souvenir de ses paroles, de son regard, de sa place inébranlable dans l'histoire. L'amour qu'il avait tant lutté pour légitimer semblait désormais comme une chaîne autour de son règne, le liant à des choix irréversibles. Et puis, des voix s'élevèrent au sein de sa propre famille. Anne, toujours fidèle au devoir, rappela à son frère le lien indéfectible de Diane avec le peuple. Guillaume, lui aussi, d'une voix douce mais ferme, rappela à son père que la couronne reposerait un jour sur sa tête et que le nom de Diane serait à jamais lié à son règne. Leurs paroles n'étaient pas cruelles, mais mordantes. Elles rappelèrent à Charles qu'il n'était pas seulement un époux, mais un roi, et qu'un monarque ne pouvait servir à la fois l'amour et l'héritage lorsque les deux s'opposaient. Enfin, la vérité devint inévitable. Le titre de Camilla, sa seule présence sur le trône, n'échapperait jamais à l'ombre de Diana. Aucune cérémonie, aucun décret, aucune couronne ne pourrait effacer le fantôme qui se tenait à ses côtés. Pour Charles, c'était comme si le passé était ressuscité pour le juger, et le verdict était sans appel. La monarchie ne pouvait appartenir à Camilla, car elle appartenait toujours à Diana, et le peuple ne l'aurait jamais permis autrement. Mais la découverte du programme secret de Camilla anéantit toute chance de réconciliation. Lorsque les conseillers de Charles découvrirent la vérité, même s'ils avaient du mal à y croire, les manœuvres secrètes de Camilla devinrent désormais indéniables. Ce qui avait été autrefois considéré comme de simples ragots s'était transformé en preuve irréfutable. Une série de complots si soigneusement dissimulés que même le roi lui-même avait été tenu dans l'ignorance. Pendant des mois, des rumeurs avaient suggéré que Camilla utilisait sa position non seulement pour influencer Charles, mais aussi pour fonder sa propre dynastie. Et maintenant, avec les documents exposés sur les tables polies du palais, la vérité frappait comme un poignard. Camilla avait exercé un lobbying pour l'ascension de sa famille comme aucune reine consort n'avait jamais osé le faire. Au cœur des révélations se trouvaient des rapports selon lesquels Camilla s'était battue avec acharnement pour obtenir des titres et des rôles pour sa lignée. Elle ne recherchait pas seulement l'influence, mais la pérennité d'un héritage qui survivrait à son propre règne. Des conseillers ont découvert sa persévérance à exiger que son fils, Tom Parker Bowles, soit intégré aux institutions royales et que Laura, Phil, reçoivent les honneurs cérémoniels habituellement réservés aux membres de la famille royale. Il ne s'agissait pas de demandes innocentes, mais de manœuvres stratégiques visant à placer sa famille sur un pied d'égalité avec les Windsor. Ce qui avait commencé comme des rumeurs de favoritisme se lisait désormais comme une campagne coordonnée. Les preuves les plus accablantes, cependant, se présentaient sous la forme de lettres et de courriels privés. Une correspondance secrète révéla des discussions en coulisses entre Camilla et des personnalités politiques clés, au cours desquelles des positions d'influence et des garanties financières furent négociées en catimini. Certains sages suggéraient même des promesses d'accès aux cercles royaux en échange d'un soutien. C'était le genre d'imbroglio que la monarchie avait évité pendant des siècles. Et cela dressait le portrait effrayant d'une reine insatisfaite du pouvoir symbolique de la couronne. Elle était déterminée à exercer son influence politique. Charles, en apprenant les détails, fut pris de court. Sa fureur ne résidait pas seulement dans la trahison, mais aussi dans la découverte que sa propre signature avait été utilisée à son insu pour soutenir ses ambitions. Des documents approuvant des nominations et des privilèges avaient transité par son bureau, mais la main subtile de Camilla avait veillé à ce qu'il les signe avec une grande habitude, sans saisir l'étendue de ce qu'il autorisait. Cette constatation le laissa bouleversé. Ce n'était pas seulement son autorité qui avait été mise à mal, mais son identité même de monarque. À l'intérieur du palais, l'atmosphère se fissura. Le personnel, fidèle depuis des décennies, fonded on lambs, la loyauté mise à l'épreuve. Certains s'accrochaient encore à Camilla, persuadés que sa présence apportait de la force à Charles, tandis que d'autres percevaient ses actes comme une trahison impardonnable. Les conversations devinrent étouffées, les regards méfiants, et le rythme autrefois régulier de la vie royale se transforma en chaos. Les couloirs du palais de Buckingham ne résonnèrent plus du devoir,
mais de la méfiance. La réponse de Guillaume fut féroce et sans concession. Pour Louis, il ne s'agissait pas simplement d'un scandale politique, mais d'une attaque personnelle contre l'héritage de sa mère. Furieux, il accusa Camilla d'avoir trahi Diana une fois de plus, de vouloir effacer la mémoire de celle qui avait tout sacrifié pour la couronne. Sa colère se répercuta dans toute la famille, poussant Charles encore plus loin dans un coin où le silence n'était plus possible. Charles comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un mariage. Il s'agissait de la survie de la couronne. Dans cette pièce, l'histoire se réécrivait, non pas par des acclamations ou des cérémonies, mais dans un silence si pesant qu'il étouffait. La réunion d'urgence avait été convoquée à la hâte, un rassemblement de puissance convoqué sans explication. Et le malaise se lisait dans le regard de ceux qui y entraient. Conseillers, membres de la famille royale et confidents de confiance remplissaient la salle, leur siège étant occupé rapidement, leurs voix chuchotées, comme si les murs eux-mêmes exigeaient obéissance. Personne ne savait précisément ce que Charles allait dire, mais il sentait le poids d'une force irréversible peser sur l'air. Camilla entra avec la confiance sereine d'une femme ayant survécu à des décennies d'hostilité. Elle se tenait comme si elle était à sa place, comme si la tempête extérieure ne pouvait l'atteindre. Pour elle, cette rencontre était une nouvelle épreuve. Une épreuve qu'elle croyait surmonter comme toujours en restant ferme aux côtés de Charles. Pourtant, elle ne réalisait pas que cette fois, il n'y aurait plus de boucliers, plus de bouées de sauvetage, plus de refuge. Tous les regards qui s'étaient tournés vers elle semblaient lointains, comme s'ils attendaient une sentence déjà écrite. Elle rayonnait, mais son éclat ne servait qu'à masquer le chemin, le piège dans lequel elle s'était jetée. Anne resta assise, immobile, la posture rigide, le visage impénétrable. Des années de service avaient durci son expression, mais son silence exprimait un verdict silencieux. William, assis à côté d'elle, serrait les mâchoires si fort qu'il semblait que le poids de sa fureur à lui seul pouvait briser du verre. Il avait attendu ce jugement, se préparant à la confrontation qui allait déterminer l'avenir de la monarchie. Autour d'eux, les conseillers étaient pâles, certains s'agitant avec inquiétude, d'autres fixant leurs mains. C'était un tableau de malaise, un tribunal en attente d'un procès sans jury. Charles se leva lentement et l'atmosphère se crispa sous la tension. Sa voix trembla d'abord, mais ce tremblement se résorba. Une détermination forgée non par la force, mais par la nécessité. Il ne regarda pas Camilla, mais la couronne elle-même, l'institution qui exigeait le sacrifice avant l'amour, avant la loyauté. Et puis, les mots tombèrent, délibérés et impitoyables. Le titre s'arrête aujourd'hui. Des halètements emplirent dans la salle. Les mots résonnèrent dans l'air comme le tonnerre, ébranlant la fragile structure de la monarchie elle-même. Camilla s'effigia, sa confiance s'effondrant en un instant. La fureur brûlait dans ses yeux, mais derrière, elle brillait la terreur de la prise de conscience. Elle n'avait pas seulement perdu un titre, elle avait perdu son bouclier, son autorité, son droit à l'histoire. La couronne qu'elle possédait, autrefois portée avec tant d'audace, lui échappait sous les yeux, et aucun appel ne pouvait la lui rendre. Le silence qui suivit fut insupportable, s'étendant jusqu'à l'éternité. Personne n'osait bouger, personne n'osait respirer. Et puis, dans le silence, la voix calme d'Anne transperça le sol comme une lame. Il était temps. Ces deux mots portaient des décennies de vérités non dites, des années de blessures non cicatrisées et une finalité que même le décret de Charles ne pouvait égaler. Il n'y avait pas seulement un ordre, mais un enterrement. La reconnaissance silencieuse que le règne de Camilla était terminé et que la monarchie elle-même avait choisi la survie plutôt que le sentiment. Mais les conséquences de cette simple phrase allaient se répercuter bien au-delà des murs du palais. Lorsque la nouvelle éclata, ce ne fut pas seulement Camilla qui s'effondra, mais l'illusion même d'une monarchie unie. Les murs de Buckingham tremblèrent sous le poids d'une décision irréversible. Et entre ces murs, les cris intimes de Camilla résonnaient comme le dernier chant d'une reine détrônée. Dans la solitude de ses appartements, on raconte qu'elle s'était effondrée, ses forces s'effritant après des années de lutte pour être acceptée. La couronne à laquelle elle s'était autrefois si fermement accrochée lui avait été arrachée des mains, la laissant non pas avec le pouvoir, mais avec l'humiliation. Pour ses proches, cette image était déchirante. Pourtant, pour beaucoup, au-delà des portes du palais, c'était la réconciliation qu'ils exigeaient depuis longtemps. La presse a saisi l'occasion avec une ferveur inégalée. Les gros titres criaient à la une des journaux et sur les écrans. Rien, plus jamais. Les journalistes ont inondé les ondes de comptes rendus haletants, décortiquant chaque détail de l'affrontement au palais. Chaque lame,
chaque murmure de trahison. La machine médiatique qui avait autrefois élevé Camilla au rang de figure publique s'est maintenant repue de sa chute, la dépeignant comme une figure déchue, dépouillée aux yeux du monde. Du jour au lendemain, son nom est devenu moins synonyme de dignité royale que de scandale et de perte. Les réactions du public furent immédiates, vives et partagées. Pour les fidèles de Diana, c'était une revanche. Ils ont rempli les réseaux sociaux et les ondes de leurs acclamations triomphantes, déclarant que justice avait enfin été rendue à celle qui avait le plus souffert de l'ascension de Camilla. Pour eux, ce n'était pas de la cruauté, c'était une correction. Mais parmi les quelques fidèles soutiens de Camilla, la réaction fut la tristesse et l'indignation. Ils virent une femme humiliée après des années de sacrifices et pleurèrent non seulement la perte d'une reine, mais aussi la cruauté du monde qui ne lui avait jamais pardonné. La nation elle-même semblait divisée, sa voix brisée, comme si deux réalités coexistaient. Pour Charles, l'isolement devint son nouveau compagnon. L'homme qui avait autrefois imaginé un règne fondé sur l'unité était désormais accusé de cruauté. Ses détracteurs le qualifiaient d'indécis, de faible et d'impitoyable à la fois. Certains affirmaient qu'il avait trahi sa femme. D'autres affirmaient qu'il avait trahi la monarchie en attendant trop longtemps avant d'agir. La couronne, censée ancrer son règne, pesait désormais plus lourd que jamais, l'enfonçant davantage dans la solitude. Même au palais, des doutes se faisaient jour, se demandant si cette décision relevait de la justice ou du désespoir. En revanche, Guillaume et Catherine commencèrent à briller davantage aux yeux du public. Ils ne cherchaient pas à attirer l'attention, mais le peuple la leur imposait. Ils étaient salués comme la force stabilisatrice dont la monarchie avait désespérément besoin. Un couple, épargné par le scandale, épargné par la trahison, représentait l'avenir avec dignité et espoir. Leur présence sereine laissait entrevoir la promesse d'un avenir plus stable. Place propre, durable. Et tandis qu'ils se tenaient debout, la chute de Camilla semblait encore plus brutale. La monarchie elle-même était désormais visiblement divisée. Une moitié s'accrochait aux vestiges de la tradition. L'autre s'appuyait sur un nouvel ordre défini par l'ascension de Guillaume et Catherine. Il ne s'agissait plus d'une maison unique, mais de deux visions engagées dans une lutte acharnée entre l'ancien et le nouveau. La survie et les sentiments, les cicatrices du passé se heurtant aux exigences de l'avenir. La couronne avait non seulement été arrachée à Camilla, mais elle avait été brisée en morceaux, chacun revendiqué par une faction différente de la nation. Et pourtant, alors même que Camilla pleurait, une révélation plus sombre allait éclater. Enterrés dans les archives du palais, scellés des armoiries royales, se trouvaient des documents qui révélaient pourquoi Charles n'avait pas le choix. Ce n'étaient pas de simples fragments d'histoire, ni des contrats oubliés ramassant la poussière. C'était la preuve d'une tromperie si profonde qu'elle touchait au cœur même de la monarchie. Ce que Charles soupçonnait depuis longtemps, ce que les murmures n'avaient fait qu'évoquer, était désormais écrit à l'encre noire et sous les sceaux royaux. Preuve que Camilla avait orchestré un changement de pouvoir discret, menaçant de détruire l'équilibre même de la couronne. La première révélation fut dévastatrice. Dissimulés au fond de dossiers confidentiels se trouvaient des accords signés sous l'influence de Camilla, des documents portant la signature de Charles, mais véhiculant des intentions qu'il n'avait jamais véritablement autorisées. Ils révélaient des engagements visant à obtenir des privilèges pour sa famille. Des arrangements qui propulsaient le nom de Parker Bowles dans des cercles où il n'avait pas sa place légitime. Titus, terres et rôles cérémoniels, tous négociés discrètement, déguisés en ajustements mineurs, mais porteurs d'implications qui allaient modifier à jamais la hiérarchie de la maison royale. Ce que Charles pensait être des approbations de routine était en réalité le tissage minutieux d'une dynastie parallèle. Les arrangements financiers étaient encore plus alarmants. Des documents ont décrit des fonds et des actifs réaffectés à des fiducies liées à ses enfants, des sources de richesse qui échappaient à la surveillance royale traditionnelle. Des conseillers, autrefois fidèles à la reine consort, ont avoué avoir subi des pressions pour assurer la sécurité de sa famille sous couvert de modernisation de la monarchie. Il s'agissait d'une trahison non pas politique, mais lignagère, d'une réécriture du joug de la monarchie, des règles visant à favoriser ceux qui n'avaient pas hérité de droits de la couronne. Pour Charles, ce n'était pas seulement une insulte, c'était une violation de tout ce qu'il avait juré de protéger. Peer & Co. Parmi les documents figuraient des traces de manipulation dans la planification successorale. Des notes subtiles mais glaçantes suggéraient des tentatives pour influencer les discussions.
concernant les titres des futurs héritiers, des tentatives pour détourner l'attention de la couronne de la lignée directe de Mar. Guillaume vers une structure diluée qui conférait de l'influence aux descendants de Camilla. Il s'agissait d'un plan visant non seulement à consolider son règne, mais aussi à lui survivre, garantissant ainsi la pérennité de son héritage bien après sa disparition. Dans ses papiers, Charles ne voyait pas un partenariat, mais une conspiration. Le roi était anéanti. La confiance qu'il avait placée en Camilla, les années passées à la défendre contre les critiques, les sacrifices consentis pour leur union, tout cela lui semblait désormais creux, fondé sur la tromperie. Il comprit qu'il ne s'agissait pas de désaccord ou de malentendus, mais de trahison. Son cœur vacillait, mais son rôle de monarque exigeait de la clarté. Pour la première fois, Charles comprit que la femme sur laquelle il avait autrefois compté démantelait discrètement l'institution même qu'il avait juré de défendre. Ses conseillers n'hésitèrent pas. Ils le pressèrent d'agir rapidement, de faire un exemple avant que la monarchie ne perde toute légitimité. Ils lui rappelèrent que la couronne n'appartenait pas à un homme ou à un mariage, mais à une nation, à l'histoire elle-même. L'hésitation, avec Tarantil, ne ferait qu'aggraver la fracture. Seule une action décisive pourrait restaurer la foi. Leurs paroles étaient cinglantes, et Charles, bien que brisé, ne put résister à l'inévitable. Lorsque certains détails des documents furent discrètement divulgués au public, l'indignation éclata. Les histoires d'abus, de manipulation et d'ambition alimentèrent une tempête de feu que même le palais ne put contenir. Ce qui n'était autrefois que spéculation devint une certitude. Camilla n'était plus perçue comme une reine, mais comme une usurpatrice ayant abusé de son pouvoir. Et le peuple européen, uni par la colère, exigea des représailles. La monarchie s'apprêtait donc à accomplir une œuvre inédite, effacer une reine consort. D'un seul trait de plume, des siècles de tradition s'effondrèrent. Le nom de Camilla fut rayé de l'histoire. Ce qui avait été autrefois inimaginable était désormais inscrit dans la durée, porté non par des murmures ou des rumeurs, mais par le poids d'un décret royal officiel. Dans l'enceinte du palais, des brouillons étaient soigneusement déposés sur la table, l'encre pressée sur du parchemin, capable de survivre à toutes les voix présentes. La couronne avait tranché, et les mots qui suivraient résonneraient à travers l'histoire. La reine consorte n'était plus. Le décret n'avait pas été rédigé à la hâte, bien qu'il ait l'air d'une crise. Les conseillers travaillèrent sur chaque ligne, veillant à ce qu'il ne subsiste aucune faille, aucun moyen par lequel Camilla pourrait s'immiscer dans les archives. Il ne s'agissait pas simplement d'une révocation de titre, mais d'un effacement, d'une réécriture de l'histoire vivante de la monarchie. Chaque phrase portait la morsure d'une finalité. Chaque phrase était une exécution publique à l'encre. Pour ceux qui étaient réunis, c'était comme assister à une monarchie se retournant contre elle-même, se débarrassant de l'un des siens avec une précision glaciale. Au moment de la signature, les mains de Charles tremblèrent. Ses doigts, autrefois fermes dans la cérémonie, tremblaient en serrant la plume. Pour lui, ce n'était pas seulement un document, c'était la rupture d'un lien, le démantèlement d'années bâties sur la loyauté et le sacrifice. Pourtant, le roi persista, son devoir l'emportant sur les cris de son cœur. D'un geste tremblant, il inscrivit son nom sous le décret, le liant à l'autorité de la couronne. La salle se tut, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour prendre conscience de l'ampleur de ce qui avait été accompli. Les conseillers se levèrent, la voix tremblante, tandis qu'ils lisaient le décret à voix haute. Chaque mot résonnait comme une cloche sonnant pour les morts. Sa Majesté la Reine Consort n'était plus qu'une phrase biffée, remplacée par le silence et l'absence. Le langage était clair, inflexible, brutal dans sa simplicité. Camilla était effacée. Son nom ne figurait plus sur les documents royaux. Sa présence ne serait plus liée aux affaires de l'État. Ce qui lui avait été accordé lors de la cérémonie était retiré lors du jugement, ne laissant que le vide là où son titre avait été autrefois. Alors que le décret prenait corps et prenait forme, une autre tâche l'attendait. Les portraits, autrefois dévoilés avec majesté, étaient discrètement marqués pour être retirés. Les tableaux ornant les couloirs royaux, les photographies exposées dans des cadres dorés, tout était prêt à être retiré. On, les symboles de son règne disparaîtraient, laissant derrière eux des murs nus et des questions sans réponse. La monarchie ne se contentait pas de rejeter son rôle. Elle effaçait sa mémoire de la maison de Windsor. À travers tout cela, la présence silencieuse de Catherine planait telle une prophétie accomplie. Elle ne prononça pas un mot, mais son silence même portait le poids de l'avenir de la monarchie. En elle, le peuple voyait le renouveau. En elle, il voyait renaître l'héritage de Diana. Là où les portraits de Camilla s'estomperaient, l'image de Catherine s'élèverait,
consolidant une institution fracturée et promettant la stabilité. Elle n'avait pas besoin de crier victoire. Sa simple présence dans cette chambre suffisait. Et puis vint l'acte final. Cruel or just, selon la personne interrogée. Camilla fut escortée jusqu'au balcon pour ce qui serait sa dernière apparition en tant que reine. Le foule en contrebas, ignorant le décret dans son intégralité, mais animé de rumeurs, allaita lorsqu'elle s'avança. Ce qui aurait dû être un triomphe devint un adieu. Sa présence, non plus célébrée, mais pleurée. Sa couronne invisible, bien que le poids de sa perte lui pesât sur les épaules. Lorsqu'elle se détourna, la monarchie ferma un chapitre qui ne serait jamais rouvert. Mais alors même que Charles scellait le décret, une question subsistait. Avait-il sauvé la monarchie ou l'avait-il condamnée? Une fois la poussière retombée, une chose était claire, la monarchie avait changé à jamais. Et le chemin à parcourir était semé d'embûches. L'opinion publique était divisée. Certains saluant Charles comme un roi courageux ayant choisi la couronne plutôt que la loyauté personnelle, tandis que d'autres le condamnaient pour avoir trahi son épouse de la manière la plus cruelle. L'avenir de Camilla était désormais incertain. Se retirerait-elle dans le silence? Sombrerait-elle dans l'exil ou se rebellerait-elle à nouveau? Personne ne le savait. Mais les spéculations à elles seules assuraient que son ombre planait sur le trône. À l'opposé, Guillaume et Catherine en sortirent intouchables, leur image ternie par la tempête. Héritier non seulement de la tradition, mais aussi de l'affection indéfectible du peuple. Anne, inébranlable et inflexible, exprimait sa satisfaction en silence, sa loyauté n'étant liée qu'au devoir. Pourtant, Charles lui-même paraissait diminué, affaibli par sa décision même, déterminé à préserver son héritage avant la fin du temps. Mais au sein de la couronne, une nouvelle guerre se préparait déjà pour la prochaine bataille. Non pas celle de Charles contre Camille, mais celle du sang contre le sang, le destin contre le désir. Car lorsqu'une couronne est dépouillée, elle ne revient jamais sans un prix. Et le dernier chapitre de cette monarchie ne fait que commencer.